Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digital Man. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait de vidéo et pour cause, parce qu'on a une très bonne nouvelle, mais je pense qu'on va vous annoncer ça un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors voilà. En attendant, un peu de réclame. Alors un peu de réclame, ça veut dire que l'on s'abonne, ça veut dire qu'on met la petite cloche pour être prévenu justement quand on décide de vous parler et que tous les 2 mois on finit par enfin sortir une vidéo parce qu'on est occupé ailleurs. Et puis tout ça c'est dans le bas de l'écran, hein, vous le voyez. Mais on était occupé pour la bonne cause et je pense qu'il faut le dire. Allez, c'est parti, jingle. Jingle. Allez, 3, 2, 1. Donc nous voilà pour ce dernier épisode de l'année, je pense, parce que ce début d'année, dans quelques jours, on s'envole pour Las Vegas, comme tous les ans pour le CES. Et cette fois, c'est pas du CES Unveil, non, c'est le CES 2020, et pour lequel nous avons une très bonne nouvelle, puisqu'il est sorti il y a 2 semaines. Alors, il est sorti il y a 2 semaines. C'est un petit opuscule qui fait quand même 140 pages, hein, que l'on a écrit avec nos 4 mains. Hein. Voilà, et donc il est sorti, c'est le guide de survie du CES, on vous met le lien. Vous en parlez déjà avec le site, hein, guide-survie-ces.com, et donc voilà, il est sorti, il est disponible, il est publié, il est joli, il y a plein de maps. Alors, il sert à quoi ce guide, Lionel ? Alors, il sert à vous repérer dans Las Vegas, il sert à choisir un hôtel, il sert à éventuellement aller se distraire, aller manger, etc. Et puis évidemment, il sert quand même surtout parce qu'on n'a pas voulu complètement empiéter sur le domaine de Monsieur Hachette et de faire des guides de voyage, mais disons qu'on l'a fait dans le contexte parce que Las Vegas c'est grand et le CES n'occupe qu'une partie en fait de la ville. Donc nous on s'est focusé évidemment sur les lieux où il fallait se promener pour pouvoir être optimum dans cette on va dire cette balade de 3 jours, hein, qui va vous faire quelques kilomètres. Et puis évidemment il y a la moitié du livre, c'est comment vous allez préparer, comment vous allez le vivre, comment vous allez vous organiser. Et puis ensuite, pour ceux qui peut-être l'achèteront après avoir été au CES, eh bien, comment vous allez pouvoir débriefer et organiser votre débrief. Voilà, donc il est en plusieurs parties. On vous les a même mis sur la tranche avec des couleurs. Donc pour vous dire qu'on a essayé de penser à tout. On s'est mis dans la peau du guide qu'on aurait souhaité avoir quand on est venu au CES pour la première fois. On peut remercier aussi accessoirement tous nos contributeurs, puisqu'il y en a. Alors, il y en a beaucoup. Julien, Emmanuel, Isabelle, Arnaud. Mickaël aussi, Démotique. Voilà. Et puis, notre préfaceur, puisqu'on va lui faire un petit coucou, c'est Olivier Ezrati qui nous a fait le plaisir de préfacer notre livre. Et donc, on vous invite à l'acheter directement sur Amazon, puisque vous le trouverez principalement là, même s'il est disponible sur le demande à la Fnac ou chez tous les gros autres libraires. Mais globalement, le guide de survie du CES, il est sorti. Et donc, on est super content de la fin de ce projet, puisque la prochaine mise à jour est prévue quand même accessoirement pour octobre l'année prochaine, quoi qu'on en fera peut-être une avant. Mais bon, globalement, il sortira beaucoup plus tôt. Il paraît qu'il y a une petite visite peut-être à Shanghai au mois de juin de programmer. Alors il y aura peut-être une mise à jour pour ça, mais ça c'est on sait pas. Ne vendons pas trop la mèche tout de suite. Voilà, guide de survie téléchargeable tout de suite. En tout cas, on est super content. Alors il y a aussi le guide de survie, il y a aussi le guide de visite. Alors ça c'est son petit frère. Il a pris 150 pages de plus. Alors ça c'est plutôt réservé aux personnes que l'on accompagne, aux personnes qui seront sur le floor, parce qu'il y a une sélection d'entreprises, il y a un fichier Excel qui est accompagné, qui permet de faire des sélections croisées qu'on ne peut pas faire sur le site du CES, bref, que l'on peut manipuler tout le contenu avec 4400 entreprises. C'est pas mal pour ceux qui y vont, mais c'est peut-être aussi pas mal pour ceux qui n'y vont pas. Voilà. Parce on a pensé à vous. Encore une fois, vous allez faire croire que vous y êtes allés. Voilà. On va pas citer de nom, mais il y en a quelques-uns qui nous l'ont demandé parce que cette année, ils n'avaient pas la possibilité d'y aller pour des problématiques qui pouvaient être diverses et variées. Ils vont pouvoir se rattraper avec beaucoup de contenu qui a été notamment fourni avec l'aide précieuse d'un certain monsieur Arnaud. Voilà, et donc Arnaud qui sera le 3e auteur du guide de visite cette fois. Guide de survie, guide de visite. On va peut-être croire finalement que nous-mêmes, nous n'y allons pas. Tu vois c'est quand même... non, on vous promet des lives. Voilà, mais en tout cas, ça va être super sympa. On est super content d'avoir fini parce qu'on n'a pas publié beaucoup de vidéos, mais pour rien vous cacher, on était absorbés par l'écriture. Et quoi qu'on en dise, ça reste un putain de travail. Ouais, c'est assez long. Et puis, je crois qu'il y en a un, c'est Mathieu qui s'est aventuré de façon quasi professionnelle dans InDesign. C'est pas quand même sa fonction première. Non. Et sur un écran 13 pouces parfois, même si au bureau l'écran est très grand, ça peut être très compliqué quand il faut faire les dernières corrections. C'est les dernières corrections qu'il faut passer. Donc, on remercie Julie aussi pour les dernières corrections, puisqu'il y a eu quand même quasiment au moins 400 coquilles d'identifiées après 3 lectures de notre part. Oui, et puis quelques autres contributrices qui ont passé un petit œil
d'œil, un petit clin d'œil à Fabienne, un petit clin d'œil à Béatrice. Et puis voilà. Ouais. Et bon, il est sorti, il est beau, il est frais. On arrête la réclame puisqu'on voulait quand même vous parler des quelques sociétés qui nous ont tapé dans l'œil et de ce qu'on a identifié avant ce CES qui se déroulera donc dans 15 jours maintenant à peine. Les grandes tendances qui se dessinent, qu'on a pu esquisser des CES Unveil qu'on a visités, pour lesquels on a déjà fait des débriefs. Mais globalement, que va-t-il se passer en 2020 ? Donc en 2020, c'est un CES qui est le CES qui suit celui qui était très axé sur la résilience. Aujourd'hui, la résilience, c'est quand même résister à des événements extérieurs prévus ou imprévus. En informatique, ça peut être de la cybersécurité. Quand on habite le Var, ça peut être des inondations. Bref, à un moment, être résilient, ça couvre des tas de spectres. Et c'est vrai que quand la technologie peut permettre d'être plus résilient, eh bien, c'est plutôt bien. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année, sans vouloir empiéter sur les quelques débriefs que vous pourrez probablement voir en léger différé, puisqu'on va les faire le mardi, le mercredi et le jeudi, c'est-à-dire, si je compte bien, c'est le 7, le 8, le 9, vous avec un petit peu de décalage, avec 9 heures de décalage, vous pourrez les voir probablement le matin. Eh bien, sur ces débriefs où on parlera de Live Tech, où on parlera de City Tech, où on parlera de Business Tech, eh bien, on aura une pensée pour probablement la personnalité de l'année qui s'appelle Greta Thunberg, qui nous a asséné beaucoup de choses, qui a fait prendre conscience à des centaines de milliers de manifestants de moins de 25 ans qu'ils n'allaient pas forcément vivre dans un monde merveilleux, et que justement le CES, qui est le temple du solutionnisme technologique, est-ce que cette année, avec toute sa partie sustainability, on a vu quelques exemples dont on vous a parlé déjà quand on était à Amsterdam, eh bien, est-ce que là-bas, on va avoir aussi, dans les géants de la tech et puis dans les entre guillemets, petites mains de la tech, ceux qui ont des idées et qui sont encore sous forme de start-up, est-ce que l'on va voir cette prise de conscience aussi avec des nouveaux produits? Et puis peut-être que là, on en a sélectionné quelques-uns qui vont dans ce sens-là. C'est une très bonne remarque avec effectivement, d'ailleurs on remerciera tous les moins de 25 ans qui sont peut-être plus passionnés par l'écologie mondiale que de ranger leur chambre. Effectivement, c'est quand même super sympa. Voilà, parce que dès 6 ans, c'est déjà compliqué de leur faire ranger la chambre. Alors, mais ça, quoi qu'on en dise, il y a effectivement ce côté résilience qui sera très présent, ce côté green, et peut-être aussi qu'on a commencé à esquisser, en tout cas c'était une des approches qu'on proposait pour 2020, ce côté peut-être plus humble de l'ensemble de la sphère technologique dans son ensemble, moins sauveur de l'humanité, sauveur du monde, et peut-être plus intégré à tout l'écosystème global. C'est quelque chose qui est peut-être aussi qui se dessine. Voilà, on le voit bien avec les dernières approches de Google, les dernières approches aussi de Apple, de Facebook, etc. Sur le côté vie privée, est-ce qu'ils sont en train de revêtir les atours, entre guillemets, d'une certaine humilité? C'est toute la question qu'on s'est posée il y a quelques semaines quand on écrivait également ce guide de visite. Voilà. Alors, en tout cas, les coups de cœur, puisqu'il faut passer à des choses terre à terre, étant donné que le CES présente quand même des produits ou des services, la miniaturisation ultra faible consommation dont tu voudrais peut-être nous parler avec Atmosic. Alors justement ça, j'essaie de prendre des notes parce que c'est pas compliqué, vous devez le voir à l'écran, ça tient sur le bout de l'index. C'est une toute petite puce qui est capable de faire des émissions à faible puissance, extraordinaire pour l'industrie 4.0, extraordinaire pour implanter dans les IoT et évidemment extraordinaire car elle n'a même pas besoin de piles. On ira sur le stand pour voir comment elle s'y prend pour faire de la récupération d'énergie, mais ça c'est plutôt très intéressant parce que ça va justement dans une empreinte carbone qui peut être plus légère et on va dans une miniaturisation. Alors on a toujours été dans la miniaturisation au niveau des processeurs, mais comme probablement cette année le CES sera vraiment à la lumière de la 5G, parce qu'évidemment elle a commencé à être implantée aux États-Unis l'année dernière et donc elle s'est déployée assez largement. Si vous avez un petit peu de temps, allez voir la pub de lancement de T-Mobile sur les États-Unis. La vidéo sur YouTube est assez humoristique. Elle s'est déployée assez largement sur les États-Unis. On avait vu à l'IFA en septembre des marques comme Samsung et ses confrères qui présentaient des vrais produits 5G. Et bien là, on va sûrement voir beaucoup d'usages et bien, ce genre de petits processeurs que l'on va mettre dans des IoT qui sont compatibles avec ce type de réseau, qui inaugure le pilotage peut-être des jumeaux numériques et de l'industrie 4.0, c'est à suivre. Pas d'énergie, pas beaucoup de puissance, être très transportable, être très sobre, c'est peut-être une des orientations.
Et il y en a beaucoup. Alors c'est vrai qu'on va aussi beaucoup parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité simulée. Il y a effectivement Bosch qui a présenté qui va présenter deux projets qui sont intéressants. Le cockpit dans son ensemble, c'est-à-dire effectivement le cockpit de voiture avec lequel ils vont proposer avec de la 3D passive de voir différentes informations relatives à la route, à la circulation sur lequel on est en train de faire un trajet. Et donc directement on verra apparaître des éléments qui peuvent être plus ou moins importants d'un point de vue sécuritaire. Et l'autre projet qui est intéressant, c'est Light Drive, qui sont des lunettes intelligentes, donc plutôt destinées à la base à des cyclistes ou à des motards, et ou même maintenant avec les mobilités douces à nos charmants trottineurs électriques. Overboarders, sur lesquels on va pouvoir avoir différentes informations. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas le retour des Google Glass. Mais globalement, on voit qu'il y a quelques années, Google était peut-être largement en avance sur l'usage, on le voit très bien, parce que globalement, c'était effectivement fun d'avoir des Google Glass, mais quasi inexploitables, parce qu'il y avait très peu d'applications, très peu d'usages qui étaient pertinents. Et là, avec ce croisement de la réalité mixée, de la réalité simulée, virtuelle, etc., on va avoir plein d'éléments qui sont intéressants, notamment dans ces lunettes de Bosch qui sont présentées. Voilà, donc deux projets à voir sur ce CES. Et alors, deux projets, si on ne vous l'a pas dit, parce que finalement, on l'a peut-être omis dans notre enthousiasme, ce sont des produits qui ont été parmi les 35 qui ont reçu un Best Innovation Award. Tous les ans, il y a un petit peu moins de 150 entreprises qui sont sélectionnées, 150 produits ou services, qui se répartissent à peu près dans toutes les thématiques que présente le CES, qui est quand même un salon du consumer électronique. Mais en fait, cette année, on voit, puisque vous voyez déjà la tendance qui se dessine même après simplement deux sociétés qui ont eu un Best Innovation Award, c'est assez intéressant de voir qui a été primé. Et là, c'était important de revenir dessus. Si vous êtes donc sur le CES, on commence toujours, vous essayez, s'il n'y a pas trop de monde, de commencer par la grande ballroom sur laquelle il y a l'ensemble des CES Awards qui sont réunis. Il y a toujours un petit peu de monde autour des vitrines. Autour des vitrines, c'est à l'entrée du Vénitian. C'est la couille. H2Care, dont tu voulais peut-être nous parler, ce bracelet connecté. Alors H2Care, c'est un bracelet qui est relativement léger. Qu'est-ce que l'on voit apparaître de ce côté-là ? Eh bien, on voit apparaître encore de la miniaturisation, mais maintenant dans la santé, dans le monitoring de la santé. Ça va être un appareil qui va être capable, avec ses différents capteurs, et qui pèse, je crois, j'ai noté 43 grammes. Voilà, 43 grammes, une autonomie de 24 heures, un petit peu comme nos smartphones, et qui va être capable de monitorer la pression sanguine, qui va être capable de remonter toutes ces informations, évidemment, rythme cardiaque. Alors, il ne fait pas d'électrocardiogramme, il ne fait pas de CG. Pas encore. Mais en tout cas, ce n'est pas le seul exemple. C'est encore un Best Innovation Award. C'est l'arrivée de cette miniaturisation, parce que monitorer la santé, ça prenait généralement un petit peu de place. Et bien là, on a quelque chose qui est plutôt facile à porter. 24 heures d'autonomie, relié directement à votre smartphone qui peut envoyer les données à votre médecin traitant. Bref, pour certaines pathologies, ça peut donner de la liberté directement. Et il y a beaucoup de bracelets connectés. Donc, ce qui va faire la différence, c'est véritablement cette capacité à s'interconnecter avec son médecin, différents services de données, et notamment tout ce côté privacy de la donnée et la protection des données personnelles, particulièrement celles de la santé, qui sont clés. Donc là, il y a plein de cas d'usage qui sont intéressants. Alors, au niveau de l'énergie, il y avait Doosan aussi, qui a été primé d'un Best Innovation Award pour sa capacité à créer une batterie, vous l'avez ici à l'écran, qui s'appelle le Powerpack, et qui est un système de pile à combustible miniaturisé qui va permettre de proposer une puissance de 2600 watts, ce qui est assez important en toute mobilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer plein de cas d'usage, que ce soit pour des chantiers à circuler, que ce soit pendant le tourisme, notamment quand vous faites des treks. Là, on pourrait imaginer effectivement gagner en confort quand vous êtes en train de faire un trek à distance, que vous avez la capacité d'avoir une charge électrique assez intéressante et transportable. Et donc voilà. Donc la technologie qui est utilisée, ce qu'on appelle le PEM FC. Et alors, donc, tu vas te lancer dans la... on va effectivement le lancer. C'est le Proton Exchange Membrane Fuel Cells. Et donc, on va avoir cette capacité quand même de 2600 watts, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour une batterie transportable. Et bien voilà. On a parlé de santé, on a parlé de miniaturisation de processeurs, on a parlé d'énergie, et on revient dans les lunettes. Les lunettes pour faire le beau. Elle ressemble quand même, celle-ci, vous les voyez à l'écran, elle ressemble quand même à la bonne vieille paire de Ray-Ban. Exactement ce que j'allais dire. C'est l'énorme, effectivement. L'énorme paire de Ray-Ban. Alors, elle a quand même des haut-parleurs, évidemment. Alors, elle se connecte sur un operating system Android.
elle a des haut-parleurs, elle a par la conduction osseuse la possibilité donc de transmettre votre voix, elle peut vous envoyer de la réalité augmentée. Bref, elle permet d'écouter sa musique, de répondre au téléphone, de voir un petit peu comme les lunettes de Bosch tout à l'heure, ce qui se passe devant vous si vous êtes en balade en VTT dans la forêt de Fontainebleau. Bref, c'est juste quelque chose qui est exceptionnel, puisque en plus la promesse c'est que l'on peut mettre des vrais verres dessus, donc des verres de soleil, des verres correcteurs, etc. Donc là on est sur un produit encore une fois compact, donc peut-être que cette année sans le gros truc oui, alors en plus il y a l'appareil photo intégré, hein, donc on a encore l'appareil. Mais où s'arrête la vie privée? Ça c'est la grande question, parce que là on est sur des lunettes. Mais demain, on sait tous que le proto qui avait été initié pour les diabétiques par Google en 2014, repris par Sony et Samsung en 2016, la lentille connectée arrive à grands pas. Surtout avec le processeur que les processeurs miniaturisés. Voilà, tout ce qui est les smart dust qu'on les appelle, effectivement. Alors, il y avait aussi une autre entreprise qui s'appelle Faceto. Et Faceto propose une forme de connexion un peu tout-terrain. Oui, alors c'est une connexion tout-terrain qui va permettre aux entreprises qui ont souvent, on le voit d'ailleurs quand il y a des perturbations dans les transports publics, hein, ça c'est un petit peu cocorico, les collaborateurs sont éclatés dans la nature, ils travaillent à distance, c'est du homework, et puis on n'a pas forcément tous les mêmes matériels pour pouvoir organiser des réunions, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir interagir entre nous. Eh bien, la promesse de cette entreprise qui était présente au CES Unveil de New York, qui sera évidemment dans la sélection de nos startups à visiter en priorité, c'est de proposer justement une interopérabilité de tous les systèmes que peuvent posséder les différents collaborateurs d'une entreprise pour qu'ils puissent de façon relativement fluide et tout-terrain se connecter entre eux. Avec un niveau sécuritaire optimum. Exactement. C'était ça la clé. Et donc notamment, ils en parlaient quand ils présentaient leurs produits, je ne sais plus sur quelle émission, ils parlaient notamment de tout ce qui était banking qui normalement interdit de se connecter, de se connecter à distance quand vous êtes sur des salles, que vous soyez en front ou en back-office, avec toute cette particularité, ce niveau sécuritaire qui doit être très élevé, Faceto le permet tout simplement par sa technologie. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a peut-être apporté beaucoup plus de fluidité quand on voit tout ce système de flex office de partout qui est en train d'arriver. Naturellement, il y a ce niveau sécuritaire qui est clé cette année: résilience, sécurité, green, protection des données et humilité. Voilà peut-être les mots-clés. Pour ceux qui veulent arrêter la vidéo là, vous pouvez. Garder ces mots-clés sur 2020, ça fonctionnera. Alors, on va parler aussi, accessoirement, à distance, de travail, de réunions dans des salles intelligentes. Il n'y a pas que Facebook qui lance des projets. Et effectivement, donc là, c'est O-Labs qui présente sa caméra, sa solution, qui est une caméra que vous allez mettre au centre de votre table de réunion, votre salle de réunion, et qui va tout simplement vous permettre, quand vous parlez, d'aller déplacer la caméra en fonction de la personne qui parle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas des caméras rotatives, etc. C'est vraiment une grande image, grand wide, qui va aller directement sur votre visage. Quand vous allez parler, vous reconnaître, de l'identification au niveau de votre reconnaissance donc faciale. Et vocale également. Donc ça s'appelle Meeting All Pro. Comme le hibou, et donc vous allez tout simplement pouvoir vivre une autre manière de faire vos réunions. Voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué peut-être en voyant à l'écran, ça ressemble aussi à un hibou, hein. Il a ses 4 caméras qui pivotent, mais pas à 360 degrés. Exactement. Ça ressemble à un hibou, et ça peut connecter donc plusieurs salles de réunion. Je ne sais plus, hein, je n'ai pas noté le nombre de connexions que l'on pouvait avoir, mais comme dans une salle de réunion, à partir du moment où c'est autour de la table et qui crée le focus sur l'interlocuteur, enfin en tout cas sur le collaborateur qui a pris la parole, finalement on peut avoir 15 personnes autour de la table, dans une autre pièce ou à quelques centaines de kilomètres, pareil. Finalement, il n'y a pas de différence. Fini le kérosène. Voilà. Et puis alors, si on rajoute dessus comment s'appelle le projet qui a été présenté par BNP, les Magic Leap, avec l'hologramme, etc. Bon, alors là, vous n'avez plus besoin de vous déplacer de chez vous, ou vous venez au travail une fois par semaine, ça suffira amplement. Le lien social sera peut-être virtuel à terme. Voilà. Et là, on va revenir dans la santé. Alors, ils n'ont pas été Best Innovation Award. Ils ont été juste honorés. Hein, mais c'est déjà bien. Voilà. Oui, ils font partie quand même d'une sélection qui est assez imposante. C'est un stimulateur musculaire. Alors, vous allez dire, un stimulateur musculaire, c'est quoi ? Ça va vous permettre parfois de ne pas avoir besoin d'aller chez le kiné
pour essayer de regagner de la fibre musculaire. C'est essentiellement destiné aux personnes qui peuvent avoir une déficience autour de l'articulation du genou. C'est pas fait pour les sportifs, c'est plutôt fait pour les personnes qui pourraient avancer dans l'âge. L'intérêt essentiel, c'est que, 1, le dispositif est léger, 2, il est associé avec un programme qui va gamifier l'exercice quotidien. Vous allez vous retrouver avec la caméra qui se trouve devant votre dispositif et devant votre écran et qui va finalement contrôler les exercices en vous donnant avec des petits personnages en dessin animé qui va vous donner les exercices à faire et qui va contrôler si vous les faites bien, voir si vous avez utilisé, je ne sais pas, combien vous avez fait de mouvements, quel est l'angle du genou que vous avez réussi à atteindre, etc. C'est un processus qui est assez léger puisque finalement, un velcro sur la partie haute de la jambe, un deuxième velcro sur la partie basse, et puis les muscles autour de l'articulation du genou vont être stimulés et donc ils vont regagner en densité musculaire. Donc c'est de la prévention, de la rééducation et le tout gamifié, ce qui est plutôt effectivement quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la santé connectée en général, médecine beaucoup de plus en plus préventive grâce aux solutions que nous offre le digital dans son ensemble, la techno. La miniaturisation qui est quand même clé. On s'aperçoit en fait avec le projet qu'on est en train de vous montrer qui s'appelle Halo et notamment leur dernier puce qui est une puce qui est équipée d'un algorithme et qui va, enfin d'un algorithme d'intelligence artificielle, une puce neuromorphique, et qui va permettre en fait d'optimiser la consommation énergétique qui va être la résultante d'un calcul intensif. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on constate de plus en plus, notamment sur l'ensemble des événements tech que l'on peut visiter, que la capacité de calcul est en train de plus en plus d'intégrer l'équipement, la solution technologique qui permet d'éviter donc d'aller cloudifier en permanence la donnée et de la faire circuler. Donc une capacité de calcul qui est accrue dans l'ensemble des objets connectés divers et variés qui vont équiper notre environnement et qui vont pré-mâcher le travail, avoir une capacité d'action ou d'interaction qui ne nécessite pas forcément d'embarquer une connexion permanente. On vous en avait parlé quand on vous avait signalé, d'ailleurs ils ont eu un Best Innovation Award, mais on ne vous les représente pas, c'était Outsight qui font leur caméra 3D sémantique avec évidemment le traitement qui se fait au niveau de la caméra. Et qui sont, franchement, rien que l'objet est magnifique, mais on en avait parlé sur le CES Unveiled de Paris. Et là, je pense que là tu m'as fait plaisir quand tu as sélectionné cette société. Lionel, tu as pensé à moi très fortement, c'est presque le chipset in-body. Oui, c'est ça, c'est Xenso qui a une promesse donc avec un chipset qui est extrêmement fin, qui va pouvoir s'implanter directement sur votre corps et qui va vous faire remonter un certain nombre de données biométriques. Ces données biométriques, elles vont être, alors je lis parce que vous allez avoir les niveaux d'hormones, les niveaux de protéines qui vont être calculés, tout un tas d'éléments biochimiques. Bref, là, on va avoir un contrôle. On n'est plus avec le bracelet extérieur qui ne faisait que des mesures de rythme cardiaque. Là, on va vraiment dans vos données physiologiques que l'on va pouvoir remonter, mais avec un appareillage qui est évidemment extrêmement peu contraignant puisqu'il tient au bout d'un doigt et on va pouvoir l'insérer directement sous la peau. Voilà, donc là, on rentre dans Black Mirror pour les plus virulents d'entre nous qui, effectivement... rechigne à s'implanter d'une puce, voilà. Mais globalement, ça peut résoudre de nombreux problèmes. Par contre, c'est vrai que la déviance qu'il peut y avoir derrière peut être extrêmement forte. Donc, en tout cas, à voir, c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter du tout, parce qu'il faut se prémunir, il faut anticiper cette révolution qui est déjà relativement présente sur SF, et notamment aussi sur la zone Asie pour beaucoup de pays. Et une pile peut-être plus écologique, puisqu'elle est faite en papier. Alors c'est BFC qui nous propose ça, vous le voyez, la taille de la pile est évidemment relativement petite, mais finalement c'est aussi une taille assez standard que l'on a dans certains de nos appareils. Alors cette pile, elle est destinée à des appareils qui consomment peu d'énergie, voire même des appareils qui sont jetables, donc la pile, elle est jetable avec. Alors après, Nicolas, peut-être que les appareils, il faudra les recycler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle remplace les piles au lithium, parce que le papier, c'est probablement un petit peu moins destructeur de la planète, parce qu'on va le chercher plus facilement. C'est fait à base de bois, et du bois, on en a beaucoup, et puis ça repousse. Le lithium, c'est un peu différent. Donc là, on est sur une pile qui est miniaturisée, qui est complètement écologique,
qui est complètement jetable, mais qui a une promesse de biodégradabilité. Maintenant, c'est ce qui est autour qui ne sera peut-être pas biodégradable. Mais on voit encore une fois que depuis le début, on est dans un peu moins d'énergie, un peu moins de consommation, un peu plus de miniaturisation, un peu plus de santé, bref, tout ce que l'on vient de dire. Une tech plus responsable. Oui, voilà. Peut-être. C'est l'âge de la maturité. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra effectivement conclure. Est-ce qu'on en a d'autres? Parce qu'on a fait une sélection. Alors, dans notre fichier, en tout cas, celui de travail, qui est le guide de visite, qui est beaucoup plus épais, qui fait 2 fois cette taille-là, on en a sélectionné presque 200. Donc 200 à voir, qui sont classés, qui n'ont pas été répétés. Donc c'est vraiment 200 dans une liste que vous pouvez ensuite recoller sur plein de thématiques différentes, parce que le fichier qu'on vous passe à côté, c'est 4500 sociétés, enfin les 4500 exposants qui ont été extraits du site de la CTA et reclassés par thématique verticale, technologique ou horizontale d'usage. Et donc on va pouvoir effectivement en avoir beaucoup. Mais globalement, là, c'est les quelques-unes qui nous ont un peu séduit sur les Unveiled et notre présélection. Sur les vêtements connectés, wearables, e-skin, il y en a beaucoup qu'on avait pu voir. Les capteurs qui intègrent les vêtements, qui sont de plus en plus discrets et qui vont permettre de monitorer aussi sa santé. On en a vu beaucoup dans la sélection. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Beaucoup de blockchain. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blockchain quand on a préparé cette année, parce que cette année, il y a digital currency. Il y a une thématique qui s'appelle digital currency. Ça veut dire qu'il y a une partie, ils appellent ça des marketplaces. Il y a une partie du hall, notamment du hall AD du centre d'expo, qui se trouve dans le Vénitian, qui est le centre de congrès du Vénitian. Il y a une partie qui est dédiée à un digital money, digital currency. Se posait la question d'ailleurs au début de la présence de Facebook avec le Libra, enfin la Libra. Donc bon, en tout cas Apple sera là. Je crois que déjà, mais sur une conférence. Donc effectivement, on n'aura peut-être pas Facebook, mais on aura notre ami Apple qui viendra nous parler. D'ailleurs, il nous parle d'ailleurs de quelque chose, je crois, ce data privacy. Je crois que c'était sur leur intervention. Oui. Voilà. L'année dernière, ils avaient fait fort avec leur affiche. Ce qui se passe dans l'iPhone reste dans l'iPhone. Voilà. Globalement, cette année, on aura les speakers. Peut-être que l'année prochaine, on aura un stand après. Donc, on verra. On sait pas. Alors, c'est quoi les grosses tendances qui se sont dégagées? On les a dit. Soutenable. Tout ce qui est voilà. Et donc, c'est impossible à prononcer. Il est super tard. Non, mais lui aussi, il est pas chez ses choses. IA, 5G, blockchain, le grand absent finalement. Presque, enfin en tout cas dans la sélection et tout ce qu'on a pu scraper, le grand absent c'est le quantique. Oui, parce que IBM est toujours là. Donc IBM l'année dernière, etc., etc. Pour ceux qui évidemment s'intéressent au quantique, allez voir tout ce qu'écrit Olivier Esrati. C'est documenté, c'est riche, c'est fourni, et c'est assez accessible. Assez accessible. Ça veut dire qu'il a quand même une maîtrise assez importante pour avoir un langage vulgarisateur. Sinon, c'est vrai que le quantique est un petit peu absent. Bon, on ira voir IBM. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mobilité, sur tous ces aspects, Gary Shapiro l'a dit. Et les clés. Aujourd'hui, le hall nord du LVCC est trop petit pour accueillir toutes les entreprises de la mobilité, que ce soit du scooter électrique, de l'overboard, du Segway, etc. Et évidemment de Byton, de Mercedes, de Nissan et compagnie. Heureusement que l'année prochaine, ils ont encore gagné quelques mètres carrés puisqu'ils sont en train de finaliser un nouveau bâtiment au LVCC. Ils ont hâte de l'ouvrir l'année prochaine. Grand agrandissement. Je pense que 2021 sera une grosse encore un peu plus long. Année. Voilà à peu près pour tout ce qu'on s'est dit. Alors c'est vrai que là c'est un petit peu dans l'euphorie aussi de la préparation, mais donc on vous invite à retrouver tous nos bons conseils dans le guide de survie et puis à vous équiper du guide de visite des quelques 200 sociétés parmi les 4500 qu'on a pu scraper, qu'on trouve particulièrement intéressantes. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire avant de se quitter? Quand est-ce que l'on va se revoir? On va se revoir plusieurs fois. On se revoit à Vegas maintenant. On se revoit plusieurs fois. Alors on fera peut-être quelques vidéos en live sur la chaîne. On va faire nos débriefs. Donc ils seront de toute façon suivis. French Village. Voilà, ils sont sur le French Village. Alors cette année, ça s'appelle l'ambassade. Ce sera l'ambassade. C'est l'ambassade de France de la tech qui se déporte à Las Vegas. Sur Las Vegas, au Treasure Island. Donc ce ne sera pas au Flamingo. Ce ne sera pas non plus au Harrah's. C'est au Treasure Island. Vous prenez la passerelle en face du Vénitian et on sera là de 18h à 19h sauf le premier soir. Ce sera un peu plus tôt. Parce qu'il y a la soirée de la convergence technologique juste après et donc là ce sera 1 heure de débrief de ce qu'il faut retenir parmi les quelques horizontales
d'usage qu'on a identifié, Tech Life, etc. Donc tout ce qui va tourner, on a une thématique par soir pour faire un débrief qui sera, je l'espère en tout cas, passionnant et le fruit du travail d'une journée, parce que c'est vraiment de la préparation de notre boulot de la journée directement sur le soir. Voilà, donc avec pas mal de slides livrés pour tous ceux qui sont là en temps réel après la conférence. Donc ces débriefs, c'est en fin d'après-midi, donc ça veut dire au tout petit matin pour vous, mais je ne sais pas si technologiquement on pourra vous les transmettre en direct. Par contre, ce qui est sûr, c'est que juste après, on refera probablement une nouvelle mouture qui sera de toute façon sur la chaîne, avec peut-être quelques interviews supplémentaires, parce que là, on aura un petit peu plus de souplesse. Parce qu'on sera normalement aussi sur Flash Tweet, salut Emmanuel, chaque soir, parce qu'on vous fera un récap en 2 minutes de notre journée, plus une intervention dans le live qui normalement doit être vers 22h30 Vegas, donc ça doit être 7h30 à peu près. Sur la France. Et puis on va sûrement faire des choses, notamment avec Julien de la BNP, parce que là, évidemment, des organismes bancaires sont aussi intéressés par ces nouveaux sujets, qui sont ces sujets de... Ils ont d'ailleurs des délégations qui se déplacent aussi. Donc, qui sont des sujets donc, de monnaie électronique, puisque finalement même la Banque Centrale Européenne s'y met, puisqu'elle veut mettre le crypto-euro en place. Donc voilà. On va pouvoir décrypter tout ça et on essaiera de vous en faire profiter en tout cas. Voilà, donc ça nous promet effectivement quelques jours de repos en attendant cette semaine excessivement dense qu'on adore partager, pour laquelle on est toujours euphorique parce qu'il s'y passe plein de choses. C'est vrai que Lionel y va pour ses missions, moi pour les miennes, et le soir c'est vraiment un plaisir d'échanger, de se retrouver avec des passionnés, de faire la synthèse de tout ce que l'on a pu voir et d'esquisser les tendances peut-être de demain, parce que nul ne détient finalement les clés de cet avenir technologique particulièrement incertain. C'est pas mal là ce que je viens de dire. Oui, voilà. Comme quoi. Ça, voilà. Tout le monde y trouvera bon, en tout cas, rendez-vous sur Amazon. Vous pouvez encore acheter. Il sera disponible après, mais si vous voulez l'avoir avant le CES, c'est maintenant, c'est dans les prochains jours, le temps que vous fassiez livrer. Directement jours, de cette très belle édition. En tout cas, on est super content de l'avoir sorti. Le guide de visite pour ceux qui effectivement sont pour les pros et qui se déplacent, ceux qui veulent avoir le récap vraiment des 200 qu'il fallait pas rater. En tout cas, abonnez-vous, partagez la bonne parole. Vous êtes plus de 1000 maintenant à nous suivre, donc on est super content pour un sujet qui passionne avant tout ceux qui aiment la tech, et donc globalement, c'est pas tout le monde, parce que finalement le salon, ne serait-ce que le CES, c'est que 200 000 participants, à peine 40 000 Français, donc c'est tout petit. Voilà, donc en tout cas, nous on adore faire ce qu'on fait. On vous remercie de nous suivre. Et donc, on se dit déjà, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Une excellente fin Reposez-vous. d'année et puis un très bon réveillon du 1er janvier. Du 1er janvier. Voilà. On se retrouve dès le 5 janvier, parce que nous prendrons l'avion le 4 ou le 5. Le 5, je crois, le 5, dimanche. Ouais. Et donc, dès le 5, on se retrouvera pour un petit live en direct depuis notre arrivée sur Vegas ou d'une escale avant sur Los Angeles, en fonction de si on arrive à partir ou pas, puisqu'il y a des préavis de grève. Voilà, en tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on vous dit à l'année prochaine en direct de Las Vegas. Bye bye. Bye.